Hippias mineur de Platon, introduction suite de Ordre et classement des dialogues. La collection des œuvres de Platon, telle qu'elle nous est parvenue dans les manuscrits du Moyen Âge, comprend 35 dialogues et un recueil de lettres, en tout 36 morceaux, classés en tétralogie. En outre, quelques apocryphes, à savoir les définitions et 6 petits dialogues de la justice, de la vertu, Démodocos, Sisyphe, Eryxias, Axiokos, laissés en dehors de ce classement. Mais, outre ces dernières œuvres, il y a 6 des dialogues classés, le second Alcibiade, l'Hipparque, les Rivaux, le Théagès, le Clitophon, le Minos, dont l'authenticité est à tout le moins fort suspecte. L'Épinomis, sorte de complément des lois, paraît dû à un ami de Platon, Philippe d'Opinte, qui fut son secrétaire. Enfin, les lettres forment un recueil où des morceaux sans valeur se trouvent mêlés à d'autres dont l'authenticité peut être défendue. Les questions relatives à ces différentes compositions seront traitées dans les notices préliminaires. Il nous manque une chronologie certaine pour l'ensemble de cette œuvre. Quelques témoignages anciens relatifs à tel ou tel dialogue sont à peu près dénués de valeur, étant fondés sur de simples hypothèses. L'érudition moderne s'est efforcée de suppléer à cette grave lacune par diverses méthodes. Nous n'avons pas à les discuter ici, contentons-nous de dire qu'en tenant compte tout à la fois de l'évolution de la pensée philosophique, des allusions à certains faits contemporains, des relations, des dialogues entre eux, de leur caractère intrinsèque, tant au point de vue de la composition qu'à celui du style et de la langue, on arrive en somme à les répartir entre un certain nombre de périodes, sinon avec une entière certitude, tout au moins avec une grande vraisemblance. Et dans ces périodes mêmes, il ne paraît pas impossible d'établir un ordre plausible de succession. L'Antiquité ne s'est pas attachée à ce genre de classement. Elle a préféré rapprocher les dialogues les uns des autres d'après les rapports purement extérieurs, ou même arbitraires, dont il n'est pas toujours facile de discerner les raisons. Platon avait lui-même conçu exceptionnellement, ou quelquefois imaginé après coup, certains groupements de dialogues par 3 ou 4. Le théétète, le sophiste, le politique, le philosophe, ce dernier demeuré à l'état de projet. Ou encore République, Timée, Critias, plus un dialogue qui n'a jamais été composé. On s'inspira de cette suggestion, mal comprise d'ailleurs. C'est ainsi qu'au second siècle avant notre ère, Aristophane de Byzance distribua l'œuvre de Platon en trilogie. Plus tard, d'autres critiques, d'Herkylidas au temps de César, et Thrasyle, contemporain de Tibère, la répartirent par groupe de 4 dialogues en tétralogie. C'est ce classement qui nous a été transmis par les manuscrits du Moyen Âge, et les éditeurs modernes l'ont généralement conservé par respect pour la tradition. Il a le défaut capital de faire obstacle à une étude méthodique. Sous une apparence d'ordre, c'est le désordre organisé. Les œuvres les plus disparates sont ainsi rapprochées au hasard, sans qu'il soit possible d'en saisir la liaison. Rien n'est plus gênant pour qui veut suivre de près la pensée du philosophe et se faire quelque idée des changements qu'elle a subis. Aussi, dans les écoles platoniciennes de l'Antiquité, avait-on imaginé d'indiquer dans quel ordre les dialogues devaient être lus, sans tenir compte du classement des manuscrits. Mais sur cet ordre même, les indications différaient,
suivant le but qu'on proposait au lecteur. D'ailleurs, il s'agissait toujours de les soumettre à une sorte d'initiation progressive. En aucun cas, on ne se préoccupait de les aider à suivre l'évolution réelle de la doctrine du maître. L'esprit historique n'exerçait alors aucune influence. De nos jours, il paraît indispensable de procéder autrement. Un essai d'ordre chronologique, fût-il en partie conjectural, a le grand avantage de suggérer le sentiment très vif d'un mouvement de pensée continu. Le lecteur est ainsi provoqué à noter des relations entre les différents dialogues, à observer comment les mêmes idées s'y répètent sous des formes un peu différentes ou s'y modifient graduellement. En un mot, l'attention est appelée sur la vie qui s'y manifeste, et il devient impossible de les considérer comme les parties d'une doctrine immuable ou comme l'expression d'une personnalité qui n'aurait jamais varié. D'ailleurs, en avertissant que l'ordre proposé n'est pas un ordre certain, on invite ce même lecteur à vérifier par lui-même les raisons qui en sont données. Voici comment, d'après ces principes, les dialogues et opuscules ont été classés dans la présente édition. Tome 1, l'Hippias mineur, l'Alcibiade, l'Apologie, le Tryphon, le Criton. Tome 2, le Grand Hippias, le Lysis, le Charmides, le Laches. Tome 3, le Protagoras, le Gorgias, le Ménon. Tome 4, le Phédon, le Banquet, le Phèdre. Tome 5, Lion, le Ménexène, le Tidème, le Cratyle. Tome 6 et 7, la République. Tome 8 et 9, le Parménide, le Théétète, le Sophiste, le Politique, le Philèbe. Tome 10, le Timée, le Critias. Tome 11 et 12, les Lois. Tome 13, l'Épinomis, les Lettres, les Dialogues suspects, les Apocryphes. 3. Le texte. Le texte des dialogues de Platon tel que nous le publions a été établi d'après deux manuscrits principalement, le Bodleianus ou Clarkianus, Oxoniensis Clarkianus 39, représenté par la lettre B, qui se trouve aujourd'hui dans la bibliothèque bodleienne à Oxford, le Parisinus 1807, représenté par la lettre A, qui est à la Bibliothèque nationale de Paris. Ces deux manuscrits datent l'un et l'autre de la fin du IXe siècle ou du commencement du Xe siècle. Le Bodleianus porte la date de 895. Le Parisinus est à peu près du même temps. Mutilés l'un et l'autre, ils se complètent heureusement. Le Bodleianus contient seulement les six premières tétralogies, Eutriphon, Apologie, Criton, Phédon, Cratyle, Théétète, Sophiste, Politique, Parménide, Philèbe, Banquet, Phèdre, Alcibiade I, Alcibiade II, Hipparque, Rivaux, Théagès, Charmides, Laches, Lysis, Eutydème, Protagoras, Gorgias, Ménon. Une photocopie en a été publiée par les soins de M. Allen. C'est sur cette phototypie, qu'a été collationné le texte des dialogues que nous publions aujourd'hui. La 7e tétralogie comprend les deux Hippias, Lion et le Ménexène, manque dans le Bodleianus et dans le Parisinus. Ils doivent être suppléés par les manuscrits T et W, voyez plus loin. Le Parisinus ne contient que le reste de l'œuvre attribuée à Platon, Clitophon, République, Timée, Critias, Minos, Loi, Épinomis, Lettres, Définition de la justice, de la vertu, Démodocos, Sisyphe, Eryxias, Axiokos. Une phototypie en a été également publiée, qui est due à la diligence de M. Aumont. Ces manuscrits, qui sont les plus anciens que nous possédions, paraissent reproduire le plus fidèlement un archétype aujourd'hui perdu
écrit probablement au VIe siècle de notre ère, et d'où procéderaient aussi nos autres manuscrits. Il nous offre un texte qui est en général satisfaisant. On s'est donné pour règle de le reproduire partout où il n'est pas manifestement fautif. Lorsqu'il a paru nécessaire de le corriger, on a pris soin d'indiquer toujours dans les notes critiques la leçon qui avait dû être rejetée, exception faite uniquement pour les erreurs manifestes du copiste, simple faute d'orthographe. L'origine des modifications admises est également signalée dans les notes critiques. Un très petit nombre sont des conjectures nouvelles. La plupart proviennent soit des corrections qui ont été faites à nos deux manuscrits par divers réviseurs antérieurs au XVIe siècle, soit de deux autres manuscrits dont il a été reconnu nécessaire de tenir compte. C'est d'abord un manuscrit de Venise, T. Venetus, copié vers 1100 sur Parisinus A, alors complet, et qu'il supplée par conséquent pour la partie perdue. Il permet de contrôler utilement et parfois de corriger le Bodleianus, car il fait voir que le Parisinus A, tout en procédant du même archétype que B, se rattachait cependant par ses antécédents immédiats à une tradition indépendante. Vient ensuite un manuscrit de Vienne, W, Vindobonensis 54, qui semble remonter au XIIe siècle et dont il est encore assez mal lésé de déterminer l'origine. Ce qui est certain, c'est qu'il offre parfois des variantes qui se recommandent à l'attention. Les leçons de ces deux manuscrits qui ont paru présenter quelque intérêt ont été recueillies dans nos notes critiques d'après la collation qui figure dans l'excellente édition anglaise de Burnet. Il n'a pas semblé toutefois qu'il convînt au caractère de notre collection d'en donner un relevé absolument complet, ni de faire entrer ordinairement en ligne de compte d'autres manuscrits de moindre valeur. Exceptionnellement, quelques leçons intéressantes des Vindobonenses 55F et 21Y ont été notées. En ce qui concerne le Bodleianus, il est fort difficile, comme en témoigne M. Allen lui-même, qui s'y est appliqué avec un soin scrupuleux, de distinguer sûrement parmi les corrections dont il porte la trace ce qui doit être attribué à tel ou tel réviseur. Cette distinction n'intéresse d'ailleurs que les philologues de profession. On n'a cru devoir la marquer qu'exceptionnellement par des notations spéciales. D'après cela, les signes adoptés couramment dans nos notes critiques sont les suivants. B. Bodleianus 39, B2, correction manuscrite du Bodleianus 39 sans distinction des diverses mains. T. Venetus ou Martianus, petit t, correction du précédent manuscrit. W. Vindobonensis 54, F. Vindobonensis 55, Y. Vindobonensis 21. Il existe une version arménienne de l'Apologie, de l'Eutriphon et du Criton, dont les variantes ont été relevées par Conibert, American Journal of Philosophy, volume 12. Elle a été mise à profit par Burnet dans son édition. Nous nous bornons à la signaler ici. Il nous a paru inutile de la citer dans nos notes critiques, les quelques leçons qu'elle aurait pu nous fournir étant appuyées par d'autres autorités. Les commentateurs anciens de Platon sont toujours à utiliser. L'emploi qui en a été fait sera signalé dans les notices en tête des dialogues auxquels leurs commentaires se rapportent. La pagination notée en marge est celle de l'édition d'Henri Estienne, reproduite dans la plupart des éditions de Platon et communément usitée pour les références. Pour les titres, sous-titres et définitions de genre qui figurent en tête des dialogues, nous avons suivi comme il était naturel nos manuscrits de base. Les titres, Hippias, Alcibiade, etc., peuvent être considérés en général comme remontant à Platon lui-même. Les sous-titres, au contraire, sur le mensonge, sur la nature de l'homme, etc., ne représentent que des désignations d'usage qui ont varié considérablement dans l'Antiquité. Ils n'ont en somme que peu d'intérêt et sont dénués d'autorité.
Quant aux définitions de genre, anatreptique, maïeutique, etc., elles répondent à des classifications scolaires et systématiques nées à diverses époques dans les écoles platoniciennes et qui se sont souvent modifiées assez arbitrairement. On lit en note, les termes qui désignent ces genres sont souvent impossibles à rendre en français parce qu'ils expriment des distinctions très subtiles. Nous avons conservé ceux qui n'ont pas de correspondant exact dans notre langue, tels que anatreptique, qui indique vaguement l'idée de renverser une opinion établie, maïeutique, qui fait allusion à l'art d'accoucher les esprits dont Socrate dit avoir hérité de sa mère, hellénétique, c'est-à-dire visant à une réfutation.